c'est la première fois que je parte au Tchad et je partais faire du business, quoi. J'arrive chez mon partenaire, je vois une natte par terre, une natte. Je vois, on apporte le poulet, on met le poulet par terre, pas par terre, c'était dans une assiette. Et tout le monde veut s'asseoir autour de la natte. Ok. Moi, j'avais mon pantalon très, très sur mesure, donc vraiment m'asseoir et parler, là, ça va déchirer. Il n'y avait pas de couvert et on mange avec les mains, les doigts. Donc, je voyais chacun aller sur le poulet, couper, prendre sa partie, manger, sucer les doigts, et manger sur le poulet. Donc, j'ai observé la scène pendant 5 minutes. C'est trop dur. Après, quand je parle d'employabilité, je ne fais pas le différent de salarié et l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, à la fin de la journée, il est question d'une compétence à offrir. Mais que c'est les entreprises le problème. C'est les entreprises qui ne donnent pas des opportunités, c'est les entreprises qui recrutent avant même de postuler l'offre. Donc, est-ce que vous pouvez trancher le débat? C'est les entreprises le problème ou c'est plutôt les jeunes le problème? Bonjour à toutes et à tous, Bienvenue dans ce 5e et dernier épisode de Racine à réussite. votre émission produite par le Média BA, un média 100% africain, 100% vision et 100% inspiration. Je m'appelle Emmanuel. Je m'appelle Ange et dans cette émission, chaque mois, on vous emmènera à la rencontre de ces personnes qui, partout à travers le continent, investissent dans l'industrie du divertissement, de la tech, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. De Racine à réussite est une émission qui se veut facile à comprendre et pleine de bonne humeur pour vous fournir à toutes et à tous les méthodes et les clés pour entreprendre en tant que jeune sur le continent. Nos invités vous partageront leurs procédés, de l'idéation au lancement, à la recherche de financement et bien plus encore. Installez-vous confortablement, générique. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur André Hott, un architecte de carrière et directeur chez Campus Métier. Accueillons-le ensemble. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour pouvoir nous rencontrer. Comme on s'est promis, ça va vraiment tenir dans les 2 heures que vous nous avez allouées. L'idée, c'est qu'on commence par racines d'enfance, pour parler de votre enfance, vos premiers pas dans la vie, etc. Deuxième partie, c'est graines d'idées. Donc, comment vous avez choisi le métier que vous faites aujourd'hui. Quand est-ce que l'idée vous est venue? On va aller sur l'enracinement, puis on va faire une pause d'inspiration pour faire un petit Congossa. Dépendamment de ce qui va se dire, on adaptera le Congossa en question. Et on va terminer sur à l'ombre de la réussite pour que vous nous parliez, et ça va être vraiment la plus grande partie de l'interview, ce sera 70% probablement, pour que vous nous parliez de votre métier, de comment vous êtes devenu la référence que vous êtes avec 80 000 followers sur LinkedIn. Donc on abordera différents sujets. Je pense que vous avez un peu le guide, donc vous pourrez suivre les questions au fur et à mesure. Ça, 1 heure aussi, c'est pas mal. Ouais. Pour ceux et celles qui n'ont pas le plaisir de vous connaître, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis André Hott, je suis camerounais. Je me définis comme un architecte carrière. Donc, c'est quelqu'un qui crée des ponts entre que les gens sont et ce qu'ils deviennent sur le marché de l'emploi. Donc, au quotidien, c'est ça mon travail, c'est ce que je fais. Je suis directeur général de Campus Métier, qui justement est une agence pour l'orientation, l'éducation et l'emploi. Aujourd'hui, en Afrique, quand un jeune sort, il faut 2 ans pour intégrer le marché, pour avoir accès vraiment à un emploi décent. Et on essaie de ramener ça à 6 mois. Okay. Pour ramener ça, ça veut dire qu'il faut commencer certaines actions pendant le cursus universitaire et même pendant le cursus scolaire qui permettent aux jeunes d'avoir l'image de la fin en commençant et en restant vraiment centrés sur ce qu'ils souhaiteraient apporter comme valeur ajoutée. Dans quel cadre avez-vous grandi? Comment était votre enfance? Mon enfance, moi j'ai grandi dans une magnifique ville qui s'appelle Ezeka. J'ai fait mes études secondaires, primaires déjà, secondaires au lycée d'Ezeka. Et c'est là où je suis parti avec le bac, continuer mes études universitaires dans la ville de Douala. D'accord, ok. Vous avez continué vers quel type d'études? Alors, à l'époque, avec un bac scientifique, les mamans voulaient toujours que les enfants soient ingénieurs. Ça sonnait bien aux oreilles. Donc, moi, j'ai choisi l'ingénierie informatique. Donc, quand je suis allé, je me suis inscrit à une formation d'ingénieur et c'est le parcours que j'ai suivi à la base. J'ai étudié l'ingénierie informatique dans la spécialité réseau et système d'information.
d'ingénieur informatique à architecte carrière? Mon projet de fin d'études, je l'ai fait dans une entreprise de télécommunications et on m'avait demandé de concevoir un système qui allait mesurer la charge de travail des employés. Ok. Et voilà, je me suis beaucoup plus intéressé au sujet RH qu'au sujet télécom. Je voulais comprendre vraiment ce qui permet aux gens d'être performants. Qu'est-ce qui fait que les gens ont vraiment envie de donner le meilleur d'eux? J'ai compris qu'il y a beaucoup de gens dans les entreprises qui sont malheureux. Malheureux parce qu'ils ne sont pas à leur place. Malheureux parce qu'ils ne sont pas dans des sujets qui répondent vraiment à qui sont la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter. Et voilà, je ne voulais pas passer ma vie à parler aux ordinateurs. Je trouvais ça vivre une vie triste. Donc l'humain est quelque chose de très important pour moi. Je voulais être au contact des gens. Alors au Cameroun, il y a une académie chaque année qui a lieu, qui s'appelle la Cameroun Leadership Academy. Quand on y va, il y a tellement de questions qu'on te pose à la fin qui te remettent en question. Et j'ai compris que voilà, il fallait que je change d'orientation et voilà, j'ai commencé ma carrière dans un poste où on voulait quelqu'un qui avait fait psychologie, ressources humaines ou bien sociologie chez Campus France. Et moi, je n'avais rien de tout ça. Et je me rappelle, mon manager à l'époque me demande à l'entretien, tu as un profil d'informaticien, tu as fait de très bons stages dans des boîtes, voilà, on peut te payer bien ailleurs, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, moi, je pense que j'ai été mal orienté. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont venir ici avant d'entamer leur projet d'études en France. Je veux être là pour les aider à trouver vraiment leur voie. Et je pense que je suis la bonne personne. Qu'est-ce qui vous a donné justement la confiance de vous dire que vous seriez la bonne personne pour quelque chose? Pour moi, c'est l'académie, l'académie Cameroun Leadership. Parce que là-bas, je crois qu'à une autre promotion génération, là, on ne braquait pas. On voulait vraiment aider les gens à faire quelque chose qui les passionne. C'était un des modules qu'on a suivi. Et moi, vraiment, ce module m'a transformé. Moi, je voulais faire quelque chose où je veux briller, je veux exceller. Et vraiment, l'excellence ne se lie pas juste à une filière ou bien à un métier qu'on choisit. C'est connecté à vous, à vos entrailles, à vos tripes. Je voulais faire quelque chose qui me permette d'être connecté à moi-même et apporter une réelle réponse, des solutions problématiques des gens qui sont autour de moi. Et c'est comme ça que le parcours s'est fait. Cette confiance-là, il faut la ressentir. Comment vous avez pu dire à votre famille, finalement, je ne veux plus être ingénieur, je veux aller dans les RH? Ah, ça, c'était très compliqué. Ça a été difficile parce que j'ai une relation très fusionnelle avec ma maman. Et voilà, c'était la personne à convaincre. Si j'arrivais à la convaincre, elle allait faire mon plaidoyer auprès des autres assez facilement. Donc, en gros, pour résumer, notre contrat, ma mère et moi, c'était son Western Union. Donc, si son Western Union était garanti chaque mois. Quel que soit ce que je faisais, qui m'épanouisse, je crois qu'elle allait comprendre. Vous avez dit que vous avez participé à la Cameroun Leadership Academy et que du coup, ça vous a aidé. Comment vous avez postulé? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers vous? Alors, chaque année, alors moi, je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon écosystème. Il y a beaucoup de... Pendant mes études, j'ai visité beaucoup de pays parce que j'ai participé à beaucoup de programmes. Moi, je suis souvent un peu mal quand les jeunes en Afrique se plaignent qu'il n'y a pas d'opportunités. Parce qu'il n'y a que des opportunités. Il n'y a que des opportunités. Et dans les conférences que je donne, je dis toujours que le premier outil de travail, c'est le passeport. Quand tu as ton passeport, tu as Internet, tu as un ordinateur ou un téléphone, tu as le monde à tes pieds. Moi, j'ai visité beaucoup de programmes comme ça. Alors maintenant, il faut avoir quelque chose à offrir. Le problème souvent, c'est qu'on n'a pas de contenu. Quand on va vers les autres, il faut venir avec une substance. Il faut toi-même être proposé. Il faut avoir quelque chose à mettre sur la table. Donc, il faut avoir une expertise. Et je commençais déjà à développer cette expertise sur l'employabilité. Je commençais à comprendre des problématiques. Donc, je regardais les programmes comme ça et je suis tombé dans ce magnifique programme qui est mis en place par le cabinet Borel Africa. Et bon, moi, je crois beaucoup aussi au lobbying. Donc, quand je regardais le programme, en fait, vous êtes formé par des directeurs généraux d'entreprise
qui font des modules, c'était très bien. Une question sur ça. Oui, c'est où vous trouviez tous ces programmes-là. Aujourd'hui, l'information est plus accessible, mais à l'époque, j'imagine que ça l'était moins. Est-ce que vous avez des sources ou des sites à recommander? Alors, il y en a beaucoup. Moi, je suis Haïti à la base, donc tu peux écrire des alertes avec des mots-clés. Moi, je suis LinkedIn addict. Donc, sur LinkedIn, par exemple, tu peux avoir des mots-clés que tu référencies. Lorsqu'il y a ces mots-clés dans des liens, tu reçois ça par mail. Moi, aujourd'hui, il y a une plateforme, par exemple, qui s'appelle Opportunities for Africans. Ouais. Il arrive quand même à mettre beaucoup de contenu. Il y a Opportunity for Africans, il y a Opportunity for Youth, il y a son frère jumeau que j'appelle Youth Opportunities. Donc, pour ne citer que ces trois-là, lorsqu'un jeune y va de manière régulière, il a quand même une idée. Peut-être, je pose une question, je comptais changer de sujet, mais je pose une question par rapport à ce que vous venez juste de dire, parce que justement, par exemple, quand l'African Union organise des trucs à Paris, etc., parfois à titre personnel j'y vais, mais à ce moment-là, dans quelle posture est-ce que vous êtes? Est-ce que vous participez juste, vous écoutez, vous voyez ce qui se passe, ou vous vous engagez dans des discussions? Et à ce moment-là, comment est-ce qu'on lance des conversations avec des inconnus qui sont dans une pièce pour un forum ou pour un événement, etc., pour derrière réseauter? Il y a trois approches. La première serait, ils ont lancé l'appel à candidature, ils veulent un petit panel de jeunes qu'ils vont inviter, prendre en charge et qui vont débattre du sujet. Deuxième approche, je vois l'événement, je suis intéressé, je demande à m'enregistrer et moi je me prends en charge parce que je mesure que le capital humain qui sera au mètre carré est assez qualitatif et ça pourra m'ouvrir des portes pour ma carrière demain. Maintenant, le problème dans une situation de networking ou de réseautage, c'est qu'on perd souvent beaucoup de temps à beaucoup plus parler de nous qu'à faire parler l'autre. Donc la technique du réseautage, c'est de permettre à l'autre de s'exprimer, parce que toi tu as besoin d'informations, mais pour que l'autre s'exprime, il faut avoir des connecteurs logiques, il faut avoir ce que j'appelle des points d'ancrage. Donc, je prends un exemple, je vois, j'ai peut-être tel qui est assis à côté de moi, je vais sur LinkedIn, je vois que la semaine dernière, elle a assisté à tel panel à tel endroit. Je me documente sur la conférence là, directement je lis sur le sujet et je trouve une thématique. Donc quand je vais venir la voir, je dis, vraiment votre conférence la semaine dernière à New York était très bien, vous parlez de ci, ça, je lis le menu, le résumé, je lui fais son speech. Mais moi je pense qu'il y a ça qu'on n'avait pas abordé. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, directement, il faut être dans une démarche de comment je montre à l'autre que je la connais. Et moi, je m'intéresse à l'autre. Et aujourd'hui, à l'ère du numérique, avec tout ce que les gens, les personnalités publiques mettent en ligne comme contenu, c'est des éléments qu'on peut utiliser dans une veille ou une diligence pour pouvoir avoir le maximum d'informations et être efficace, efficient pendant les 5 minutes qu'on t'accorde pour pouvoir rester dans la mémoire de la personne avec laquelle tu veux échanger. Très clair. Pour revenir au plan donc, de la Cameroon Leadership Academy, vous êtes allé à Campus France. Et comment est-ce que justement vous en arrivez à l'activité que vous avez aujourd'hui? Après Campus France, j'ai passé 3-4 ans. Je travaillais avec des personnes qui avaient déjà commencé un projet de carrière et j'ai voulu travailler avec les enfants, les plus jeunes. Donc, et pour moi, dans mon plan de carrière étant à Douala, Dominique Savio semblait être le plan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais travailler à Dominique Savio, je connaissais le poste que je voulais à Dominique Savio, et j'ai commencé à être ami avec la personne qui avait le poste. Pour rester au courant de tout ce qui se passe, je venais intervenir très souvent lorsqu'on me sollicitait, ce qui a fait que le jour où il a démissionné du poste, il m'a informé, et c'est lui qui m'a recommandé. J'y suis allé, vraiment, je me suis éclaté. Et bon, Dominique Savio était bien aussi parce que d'abord, j'ai fait des certificats. Donc, j'ai passé beaucoup de certifications en expertise et en orientation. Oui, après 3 ans, généralement, après 3 ans, je m'ennuie, globalement. Donc, à un moment, j'ai envie de changer. Après, je suis allé à l'EM Lyon comme directeur pays sur le Cameroun. Je m'occupais du développement international, du recrutement d'étudiants internationaux,
Puis, c'était une belle expérience, mais elle a été très courte. Et c'est avéré que, bon, à cette période-là, le numéro 1 partait, et il partait pour créer une entreprise. Une très belle école, qui s'appelle Island City. Donc, il m'a fait la proposition de diriger l'Afrique pour tout ce qui est développement international et recrutement. Donc, voilà, je suis parti, j'ai passé 3 belles années là-bas. Après, bon, je pense qu'à un moment, on a tourné, on a vu des choses, il faut rentrer au pays, concevoir des vrais programmes et répondre à des vraies politiques publiques orientées éducation et emploi. Ça, c'est ma nouvelle vision aujourd'hui, vraiment, c'est d'accompagner les États et les gouvernements sur tout ce qui est politique d'éducation et d'emploi. Et là, il fallait vraiment être à 100% dans un projet. Donc, on a créé Campus Métier en août 2022. Et j'ai rejoint en août 2023 lorsque j'ai démissionné de la Island City définitivement comme employé. Et on essaie là de développer. Alors, j'ai longtemps, pour répondre à la question proprement dit, j'ai longtemps moi-même essayé de résumer, voilà, si je devais résumer ce que je fais aujourd'hui, parce que je fais de l'orientation, je fais du conseil, je coach les jeunes élèves, je coach les étudiants, je coach des professionnels, juniors, seniors, dans le projet de mobilité, de reconversion professionnelle. J'ai des clients qui ont 15, 30 ans d'expérience, comme j'ai des clients qui ont 0 ans, comme j'ai des clients qui sont en seconde. Je dois pouvoir adapter le même discours à toutes ces différentes cibles. Et je me suis dit, à la fin de la journée, je construis des carrières. Je construis des carrières. Et vraiment, j'ai ajouté une autre dimension là-dessus, c'est que j'arrive. Aujourd'hui, je me définis pas juste comme un acheteur de carrière. Aujourd'hui, j'ai essayé d'optimiser encore le métier en disant je permets aux parents de faire des économies. C'est quelqu'un qui s'oriente mal, quelqu'un qui choisit de mauvais parcours, c'est aussi une perte d'argent et des dépenses inutiles pour les bailleurs de fonds sur ce projet. Donc, pour moi, c'était 2 mots, architecte et carrière. Parce qu'au quotidien, c'est ce que je fais, je construis des carrières. Et là-dedans, la version augmentée aujourd'hui, c'est je peux permettre à un parent d'économiser beaucoup d'argent parce que faire le bon choix, c'est garantir la rentabilité, la réussite de ce projet de carrière, ce projet professionnel auquel repose un projet d'études. Ok. Et vous êtes dans la prestation de services, encore plus le service RH. Quel était votre déclic pour vous dire il y a de l'argent à se faire dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver des clients ou des gens à coacher ou c'est venu en vague parce qu'il n'y avait pas d'offres? Non, je vais dire le problème alors, je vais dresser un peu ma vision de l'entrepreneuriat en Afrique. Hein. C'est le besoin, on le crée. Le besoin, on le crée. Et il faut savoir, le besoin répond à un marché. Et il faut connaître quel est ton marché et comment tu y vas. Donc aujourd'hui, on n'a pas de mal à avoir des clients. Hein. Bon, quand moi j'entends les gens se plaindre, on n'a pas de mal à avoir des clients parce que les clients sont là. Il faut avoir des programmes, assez ambitieux pour aller les chercher. Donc pour moi, stratégiquement, le marché existe. Il peut ne pas être dans ton pays. Donc, il faut être en mesure de s'adapter. Moi, je travaille beaucoup aussi dans les sujets que je traite. Je travaille beaucoup sur la valeur sur le marché. Quand on sort de l'école, on a une valeur. Quand on a un moment, on a une valeur. Donc, je travaille sur la valeur sur le marché. Donc, quelle est notre valeur sur le marché de l'emploi? Moi, la valeur, c'est quoi? Si on est dans un écosystème nombreux à offrir à avoir la même proposition d'offre de compétences, elle commence à perdre de la valeur. Donc, soit je vais aller moi me spécialiser pour avoir une meilleure offre, puisque c'est celle de la concurrence, soit je vais aller dans un autre écosystème ou environnement, là je parle d'un pays, ça peut être, où il n'y a pas encore cette valeur et je suis le premier à l'apporter. Donc, du moment où on a cette dynamique, on est capable d'innover, on est capable d'exécuter l'innovation qu'on a développée en premier, on prend de l'avance et forcément, pas être leader. J'ai une première question, en fait j'en ai 3, et je pense que l'ordre le mieux c'est de commencer par celle sur les pays. Vous avez parlé de M Lyon, quand vous êtes quitté du Cameroun, vous êtes allé travailler à M Lyon, vous allez au Congo, etc. dans différents pays. Dans le concret, à quel point est-ce que c'est facile de faire ça?
Je sais que souvent les procédures pour pouvoir aller par exemple travailler du Cameroun pour la France sur un poste qu'on aura reçu, ça peut être un peu compliqué. Donc dans le concret, comment est-ce qu'on concrétise ça réellement, que ce soit l'exemple de M Lyon ou bien via Campus Métier aujourd'hui, cette expatriation-là, comment est-ce qu'on la concrétise? Moi, je pense qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Si une entreprise a besoin de vous, elle met les conditions qu'il faut pour vous avoir. Il faut être capable de se vendre à la hauteur de ce qu'on est capable d'apporter. C'est tout. Hein. Mais comment on se vend pour être visible à l'international? Alors, Alors, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce qu'on fait, on a un document qu'on produit et qu'on met à la disposition de tous ceux qui sont censés savoir qu'on fait ce qu'on fait. Les gens ne te donnent pas des marchés ou ne te donnent pas des postes parce que tu es le plus intelligent. Les gens te donnent accès aux opportunités parce que tu as une compétence et parce que tu as communiqué sur la compétence que tu as. Donc, quand tu as vraiment un niveau d'excellence et que tu te distingues, tout le monde va travailler avec toi. Tu veux juste que tu sois un peu sérieux et que ce que tu as promis de faire, que tu le fasses vraiment, le monde va te faire confiance. Et à la fin, tu te rends compte. On est dans un environnement où on ne s'est pas rendu compte de ce qu'on vous a confié. Donc vraiment, c'est des petites bases de choses. Lorsqu'on les applique, les gens vous font quoi? Donc, être excellent dans ce qu'on fait. 2, tenir sa parole. 3, se rassurer que ceux qui ont besoin de ton offre de compétences ou ceux qui ont besoin de collaborer avec toi sont au courant que s'ils ont besoin de cette expertise, ils peuvent te contacter. Comment est-ce qu'ils te contactent? Moi, je vous prends, ça fait 10 ans que je travaille, mais c'est récemment que j'ai compris à quoi c'est une ambassade. Aujourd'hui, je sais que si je veux travailler avec un pays, je vais adresser un courrier à l'ambassade, je vais échanger avec l'ambassade et leur dire voilà mon projet que je veux déployer dans votre pays. Quels sont les différents acteurs avec lesquels vous pouvez me conseiller pour travailler avec? Et là, je vais adresser un courrier à ces gens-là via leur ambassade va les saisir. Et quand je viens dans le pays, j'ai déjà des rendez-vous. Donc, si je veux aller dans un pays, je vais voir leur service diplomatique, je vais discuter avec eux, je vais dire ok, moi je fais ça au Cameroun, je pense que ça peut être bien dans votre pays. C'était justement la question sur les pays, c'est pour ça que je posais la question sur le concrètement dans les pays. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on publie l'épisode et qu'on reçoit des questions, c'est vraiment... on peut dire à un jeune, oui, tu peux aller au Congo, tu peux aller dans un autre pays pour te chercher, mais dans le concret, comment est-ce qu'il se cherche? C'est pour ça que le point sur l'ambassade est hyper pertinent. Et je reviens... Le point sur l'ambassade. Deuxième chose, comme je l'ai dit, il faut avoir quelque chose à construire. Bon, vraiment, quand on commence à penser expatriation, il faut penser contenu. Il faut penser, voilà ce que je peux apporter. Qu'est-ce que je peux mettre sur la table? Tu viens le faire ici, tu l'as fait où? Comment? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Donc, il faut être capable de répondre à ces questions. Si tu réponds à ces questions, au moins ça peut plutôt bien se passer. Ok. J'aurais juste une petite question, parce que vous avez beaucoup parlé de contenu. Il faut venir avec un contenu que tu sais, la plus-value que tu connais. Pour un jeune qui aujourd'hui a juste fréquenté, allé à l'université, etc., comment on arrive à identifier en soi quelle est son expertise, ou en tout cas, sur quoi est-ce que je vais capitaliser pour me vendre demain? En fait, la question que vous posez, je veux dire, c'est vraiment l'ensemble de nos travaux. On ne veut plus qu'un jeune aille à l'université juste comme ça. Il doit aller à l'université avec un projet. Il doit aller à l'université avec quelque chose que tu veux atteindre. Ce que j'appelle avoir l'image de la fin en commençant. Nous, on a un programme, par exemple, qui s'appelle Pitch Your Job, où on apprend aux élèves de terminale à construire une carrière. On fait des ateliers de coaching, on les aide à se connaître, à se découvrir. On sensibilise vraiment sur l'importance de savoir déjà où on va avant de choisir un parcours universitaire ou académique. Et là, une fois qu'on a
fait cette émulation, les a stimulés, ils viennent devant un jury d'experts, de professionnels métiers, ils fondent leur projet de carrière. On garde les 40 meilleurs dans tout le Cameroun. Ça, c'est pas le programme qu'on est en train de développer. On le fait au Cameroun, on a fait 2 éditions. On va faire la 3e édition le 3, 4, 5 juillet à Douala. On a un pays frère, la Côte d'Ivoire, nous a sollicité. Donc, on a déployé là-bas en Côte d'Ivoire. D'ici là, on va déployer aussi la solution sur le Bénin. Donc, c'est une solution concrète qui peut permettre, une solution qui pourra être demain sur une innovation politique publique orientée éducation et formation que les États d'Afrique subsaharienne peuvent s'approprier. Parce que nous, le lobbying à terme, c'est d'en faire une compétition continentale. Voilà les solutions qu'on a eu à déployer. Au secondaire, un enfant en terminale, il faut de programme, peut te dire je vais être pharmacien. Il va choisir des études de pharmacie. Peut-être je vais être expert comptable, il va choisir. Donc, disons qu'on les a loupés. On dit, OK, on a fait un 2e programme pour les enfants des étudiants. Lui, on l'a appelé on l'appelle le boarding for job. Boarding for job. Donc, on les prépare. On leur donne le background qu'il faut pour intégrer le marché de l'emploi. Donc, une fois qu'on les aide à se projeter par rapport à un métier, on les accompagne sur toutes les compétences d'employabilité qu'il faut avoir. Comment rédiger un CV, comment faire une motivation, comment se vendre sur LinkedIn, comment l'IA aujourd'hui a transformé l'industrie de la recherche d'emploi. Ça, c'est des modules de formation qu'on développe dans les universités. On a des conventions de partenariat. Est-ce que ça fait des réorientations après? Est-ce que des fois, certains élèves doivent se réorienter à la suite de ces programmes? Bien sûr, il y a des réorientations, il y a des changements de parcours. Après, il y a des tropicalisations, je dirais. Donc, on ne perd jamais rien, hein, mais on peut partir d'une licence en droit privé, voilà, se retrouver dans les ressources humaines, pour communication et lobbying, si on s'est rendu compte vraiment que cette expertise à la base que cette personne a, et comment est-ce qu'on l'aide dans le transfert vers son nouveau métier, voilà. Qu'est-ce qu'il garde comme compétences initiales et comment on met ça dans le pipe ensemble pour pouvoir développer. Avant de continuer, vous parlez de campus métier depuis tout à l'heure, mais on n'a pas pris vraiment un temps pour décrire, ok, voici les différents programmes exhaustifs que vous avez et vous êtes directeur général, vous avez dit, donc ça correspond à quoi au quotidien comme tâche, juste pour faire poser le cadre avant la suite. Alors, campus métier, c'est l'agence pour l'orientation, l'éducation et l'emploi. On se définit aujourd'hui vraiment aider le jeune talent africain à se projeter sur un métier et arriver à utiliser sa compétence et à la mettre au service du continent. C'est vraiment la ligne directrice, sinon la vision qu'on conduit, qu'on poursuit au quotidien. Premièrement. Alors, deuxièmement, on a 3 principaux programmes, sinon 4. Pitch Your Job, tel que je l'ai décliné, qui est le programme dans les lycées et collèges où on apprend aux élèves à construire une carrière. Boarding for Job, qui est notre programme dans les universités, qui est un carrière center éphémère qu'on déploie 48-72 heures et on travaille le jeune sur les compétences liées à l'employabilité. On a un programme pour les professionnels, donc où on les accompagne sur tout ce qui est mobilité et reconversion professionnelle. Puis on fait dans le recrutement pour les grandes écoles. Donc on a beaucoup d'universités françaises, belges, canadiennes, américaines, roumaines bientôt, pour lesquelles on a un mandat de recruter des talents issus du second cycle ou des universités en Afrique et les accompagner sur tout ce qui est procédure et intégration dans ces grandes écoles-là. Il y a un point par contre que vous aviez abordé et je me suis demandé est-ce que je vous interromps pour le poser ou j'attends un petit peu. Et donc ça va vous faire revenir en arrière, mais c'est nécessaire je pense. Vous avez dit pour les enfants, pour les jeunes, c'est 2-3 personnes dans ta famille qui investissent sur toi. Et quelque part, il y a besoin de retour sur investissement. Comment est-ce qu'un jeune gère le poids que ça représente d'être un investissement pour 2 ou 3 personnes ou toute une famille parfois? Comment est-ce qu'on rend ça ou est-ce qu'on ne devrait pas se sentir forcément responsable? Là, je rentre dans vraiment du personnel, mais que je sais impacte beaucoup de gens que je connais. Donc, quel est votre point de vue sur ce point-là? Alors, ça c'est mon point de vue. Hein. Moi, je pense que
On est toujours dans de la gratitude. Pour certaines personnes, peut-être, c'est facile d'avoir des choses. Mais pour d'autres, moi je dirais, j'aime souvent dire, je suis la somme, sinon une somme d'efforts consentis. Peut-être que je le vois comme ça parce que je l'ai vécu comme ça. Mais je sais aussi que c'est la réalité de beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de familles. Moi, je viens de familles extrêmement modestes. Donc, quand on investit vraiment, on donne de soi parce qu'on croit en ce qui va se réaliser. Ça peut ne pas être rentable, mais on y croit. C'est très africain. Moi, je le vois, des étudiants que j'ai fait venir en France en 2015. Aujourd'hui, on fait venir 2-3 petits frères après. Donc, tu vois, pour le parent, quand on te fait partie, tu es l'aîné, voilà, on te transfère aussi une charge de responsabilité. Donc, dans le parti, là, on te transfère un peu. Donc, le parent se décharge un peu et t'envoie un niveau de stress qu'il gérait. Voilà. Quand tu es à partir là, et que voilà le stress que je gérais, prends aussi ta part un peu, tu continues à gérer. Donc, et lui, c'est une chaîne de solidarité. Moi, je pense aussi que on ne peut réellement se considérer riche que si tout le monde autour de soi aussi est bien. Ouais, ça c'est vrai. On ne peut pas être heureux, moi je ne peux pas être heureux si mon frère est mendie, bien ne peut pas s'assumer. Donc c'est aussi une responsabilité. Avant de crier sur la société ou l'État, chacun de nous a une propre responsabilité de se soutenir et de soulever l'autre. Donc, je reviens sur un chiffre. Peut-être que ça nous permettra d'enchaîner, sauf si tu veux aborder encore deux. Non, pas fini. Vous avez dit qu'il faut 2 ans aux jeunes pour trouver du travail, ou en tout cas construire une carrière à la sortie des études. Et on voulait aborder ce sujet-là. C'est quoi le rapport à la carrière des jeunes aujourd'hui? Comment est-ce qu'ils vivent le processus, la planification, les étapes à faire, etc. Donc pour entrer directement dans ce sujet des jeunes et de leur carrière. Ils vont à l'école, ils ont un diplôme, et c'est quand ils font te lancer le chapeau en l'air, ils se demandent à quoi ça va les servir. 90% sont dans cette démarche-là. Parce qu'à aucun moment du scolaire ou de l'universitaire, on leur a dit tu peux penser métier. À aucun moment on leur a montré réellement la vie d'ensemble, même dans les formations dites réellement professionnelles. Oui, il faut 2 ans parce qu'il y aura des UV employabilité qui n'auront pas validé pendant leur cursus universitaire, qu'il faudra in fine les valider. Ce que j'appellerais des UV employabilité. Donc, il y aura plusieurs UV employabilité qui n'auront pas validé pendant leur cursus universitaire, qu'ils devront valider pendant ces 2 ans, parce que forcément ça va les rattraper. Voilà. Et là-dedans, c'est quoi? C'est savoir se vendre, c'est savoir aborder les gens, et savoir où on trouve des personnes. Des étudiants, quand je les coach, je leur demande toujours de pratiquer 3 sports. Le tennis, l'équitation et le golf. Pourquoi? Parce que c'est des sports où on rencontre des gens qui décident, où on rencontre une classe de la population qui peut vous recruter. Donc, je pense qu'on n'est pas assez astucieux dans la manière de procéder sur beaucoup de choses. C'est un investissement qu'on met, on croit en ce qu'on fait, parce que ça s'étale sur la durée, il y a forcément des résultats. Donc oui, il faut identifier des environnements comme ça, autour de nous, où on rencontre des gens qui décident. Donc, c'est ce que j'appelle les UV emploi. Très bien. Et vous, comment avec votre accompagnement, vous faites passer ce délai de 2 ans à 6 mois? Alors, c'est simplement de dire, je prends un exemple, à côté d'un parcours d'un jeune qui entre en fac, 3 ans de licence, il finit, il fait son master. Moi, je vais aller faire un BTS, par exemple. Je vais faire un BTS dans le même domaine. J'aurai 3 mois de stage en première année. J'aurai 3 mois de stage en deuxième année. La licence professionnelle, je la ferai en cours du soir. Parce que le matin, je dois travailler, donc je suis déjà à 1 an et 6 mois d'expérience à la licence. Donc, entre toi qui as juste fait des études parce qu'il fallait avoir la licence, et moi qui ai fait un BTS, j'ai fait une licence professionnelle,
j'ai ma licence professionnelle et j'ai 1 an, 6 mois d'expérience. Je vais venir sur le master, je vais le faire en cours du soir, je vais travailler le matin, le faire le soir. Quand je sors avec mon master 2, j'ai 3 ans et 6 mois d'expérience professionnelle. Donc, un jeune peut sortir avec son master 2 au Cameroun, ou son niveau Bac+5, avec 3 ans, 6 mois d'expérience professionnelle. C'est possible. Si on a anticipé, si on s'est préparé, on a rencontré les bonnes personnes, on a su écrire le CV, on a su se vendre en entretien, on a su se connecter aux bonnes personnes pour avoir accès aux informations du réseau auquel on est. Parce qu'à la fin de la journée, il faut faire des choses. Bon, à la fin de la journée, il faut faire des choses. Là, ce qui nous manque aussi souvent en tant que jeunes, c'est comment valoriser nos expériences associatives, bénévolat, volontariat, comment les capitaliser sur un CV. Et ça aussi, c'est un travail. Il faut être matché. Donc, on a d'un côté des jeunes qui ont un parcours académique platonique. On a des jeunes qui ont une vie hors académique, limite, mais alors, je cherche le terme pour extrapoler vraiment. Ouais. Donc, à la fin de la journée, tu intéresses qui? Tu intéresses personne. Les gens intéressants, c'est les gens qui font des choses. Donc, il faut amener les jeunes, soit à trouver du temps pour montrer aux entreprises ce qu'ils savent faire, hein? Soit à faire des choses sur un plan volontariat associatif. Et maintenant, l'un des deux, l'une des voies, comment est-ce qu'on la capitalise sur un plan professionnel. Et ça, c'est le travail qu'on fait dans les CV qu'on rédige, comment on le rédige, comment c'est ça. Donc, oui, ces 2 ans-là, on peut les décliner dans les 5 ans. Mais si vous avez compris la démarche, il faut faire des choses. Il faut être présent, il faut montrer ce qu'on veut, il faut montrer ce qu'on a. Il faut éprouver son expertise, il faut éprouver réellement ce qu'on est capable d'apporter. Et à la fin de la journée, pour moi, il y a des résultats. Parce que voilà, quelqu'un qui a fait, il a fait. Quelqu'un qui n'a pas fait, il n'a pas fait. Ok. Donc, Et comment s'exercer? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent faire des stages, avoir des projets concrets. Aujourd'hui, comment un jeune peut s'exercer à mettre en œuvre son expertise? on a parlé du volontariat, du bénévolat. Moi, je prends un domaine où je pourrais maîtriser l'informatique. On a beaucoup de PME qui ne sont pas digitalisées. On a beaucoup de PME qui n'ont pas de site internet. On a beaucoup de PME qui n'ont pas de solution. On peut être étudiant en BTS, génie logiciel. Je viens proposer mes services. J'essaie de comprendre ce que vous faites. Je vous propose un petit système qui va vous permettre de gérer votre comptabilité, d'avoir des reportings journaliers sur votre téléphone, vraiment bénévolement. Je le déploie. Mais le but, c'est quoi? À la fin de la journée, je ne suis plus juste dans j'ai validé PHP, j'ai validé Java, j'ai validé C++ ou MySQL. J'ai fait un projet de gestion que j'ai déployé dans telle boulangerie. Et je l'ai fait dans 4 boulangeries. Alors, sur le plan recruteur, un jeune qui vient et me dit ça, un jeune qui me dit j'ai validé. Bon, j'ai 2 jeunes différents. J'ai un qui a fait. Il n'a peut-être pas eu une entreprise, parce que souvent il y a la problématique de je ne trouve pas le stage, je ne fais pas ci, ça. Ok, tu ne trouves pas le stage. Comment est-ce que tu as pu trouver d'autres pour offrir tes compétences à ton écosystème? Tu travailles sur des projets concrets ou des projets réels. Ça peut aller dans tous les sens. J'ai déjà appris l'informatique, je peux prendre l'événementiel. Donc, vraiment, il faut qu'on arrête des excuses. Moi, je crois qu'à la fin de la journée, il faut du dynamisme, il faut du mouvement. Si tu fais ton bilan de compétences, tu n'es pas en mouvement, vraiment le problème c'est toi-même, il faut être resté en mouvement. Maintenant, tu peux ne pas avoir les clés de lecture. Donc, ce dont les jeunes ont besoin, c'est comment lire mon environnement, comment lire mon marché. Parce que le marché est là, à côté de ceux qui se plaignent, il y a ceux qui réussissent. Donc, soit tu t'approches de ceux qui réussissent, tu leur demandes vraiment bêtement, toi tu fais comment? Dans le temps tu fais comment, là, tu auras la réponse à moi j'ai fait ça, voilà comment j'ai fait. Moi j'ai fait ça, voilà comment j'ai fait. Toi aussi tu fais ça. Et tu auras un début de résultat. Ça bouge comme ça. Je ne suis pas dans mon coin, je me dis vraiment, je m'en fous bien. Non, il faut faire des choses. Il faut faire des choses concrètes qui, voilà, apporter des résultats. Et globalement, c'est ça. Hein. Ok.
J'aurais une petite question en termes de ressources. Donc, on posait un peu des petites questions là et ça m'est venu aujourd'hui. Quelles sont les ressources à disposition des jeunes? Pourquoi je pose la question? Parce que vous avez dit vous-même qu'à Savir, vous avez fait des certifications. Vous avez parlé de HTML, je sais pas quoi, c'était des termes un peu informatiques que je connais pas du tout. Mais est-ce que justement, les certifications, vous considérez que c'est des choses qui sont vraiment utiles dans un CV pour un jeune aujourd'hui d'en faire comme ressource derrière pour pouvoir se vendre? Mis à part le fait qu'il faut avoir de la pratique, bien sûr. Bien sûr que les certifications dans le langage international. Je prends un exemple. Si aujourd'hui tu veux gérer des projets et que tu n'es pas PMP, tu peux avoir fait ton master sur le projet, que ce soit à Harvard, à Stanford, Sciences Po, quelle que soit l'école. Oui, mais la gestion de projet a un langage codifié dans ce qu'on appelle le PM, qui a été codifié par une institut qui s'appelle le PMI, Project Management Institute. Donc si tu veux gérer des projets dans le monde entier, il faut faire le PMP. Donc, dans le monde entier, quand tu mets dans ton CV que PMP, qu'on soit en Chine, qu'on soit à New York, qu'on soit à Nairobi ou bien à Namina, on sait que tu as la démarche de la méthode qui a été codifiée. Si tu veux analyse financière, c'est le CFA. Oui. Pour l'analyse financière, ils sont certifiés CFA. Oui. Tu as des modules. Donc, maintenant, chaque industrie, chaque industrie a ses codes. Donc l'école est bien, mais il faut connaître l'industrie ou le métier dans lequel tu es pour voir quelles sont les compétences autour qu'il faut avoir. Ceux qui y sont ont développé. Et donc la question est simple. Quel sera mon environnement professionnel? Ceux qui y sont, c'est quoi l'environnement auquel ils sont côtoyés au quotidien? Tu fais des interviews à 2-3 personnes qui y sont. C'est quoi les challenges? Vous avez fait quoi comme vous? Tu commences à le faire. Là, souvent, il y a un problème d'argent, le financement. Après, c'est un investissement. À côté de ceux qui vont aller à Cancun passer les congés, toi, tu vas te sacrifier 3 vacances, tu vas mettre 8 000 € de côté parce que tu crois à ton projet et tu as ces certifications pour pouvoir augmenter ton employabilité. Donc, oui, ça a sa place, c'est important, c'est capital, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Ok. J'ai 2 questions pour conclure cette partie enracinement, sauf si tu auras une question après. La première, c'est que dans l'esprit de beaucoup de jeunes, et j'en sais quelque chose, il y a vraiment cette idée que, parce que tout du long, vous avez beaucoup mis l'accent sur les jeunes qui doivent se former, se vendre, etc., mais que c'est les entreprises le problème. Ces entreprises qui ne donnent pas des opportunités, ces entreprises qui recrutent avant même de postuler l'offre. Donc, est-ce que vous pouvez trancher le débat? C'est les entreprises le problème ou c'est plutôt les jeunes le problème? Donc, ma première question. Et ma deuxième question, de Racine à réussite, essentiellement, c'est un sujet d'entrepreneuriat. Donc, inciter les jeunes à être entrepreneurs, etc. Comment est-ce qu'on capitalise sur son expérience salariale pour derrière se lancer dans un projet entrepreneurial? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire la passerelle entre les deux univers? Alors, c'est une très bonne question. Maintenant, la réalité, c'est qui est le donneur d'ordre et qui est dans le besoin. Il y a 2 approches. La première approche, par rapport à la première question, je dirais, c'est toi qui veux intégrer l'entreprise. C'est toi qui veux te vendre dans l'entreprise. Donc, il faut étudier les failles du système que tu veux intégrer pour que tu puisses l'intégrer. Donc, il faut connaître trop bien l'entreprise dans laquelle tu veux entrer ou l'industrie que tu veux intégrer, les acteurs qui y sont. Tu as besoin d'avoir le maximum d'informations nécessaires qui te permettront de pouvoir te démarquer et voilà, de te vendre et d'avoir ton rôle à jouer. Voilà. Donc, et puis, je l'ai dit, ce n'est pas toujours lié à ton pays. Il faut se dire, j'ai une compétence à offrir, quel est l'environnement professionnel qui peut me donner, qui peut le mieux me valoriser l'expertise que je peux apporter. Et c'est vraiment quand on fait cette question aussi, on répond à cette question aussi froidement. Souvent, ce n'est pas dans son pays d'origine de bien là où on est, c'est parfois ailleurs. Donc, il faut parfois répondre à des questions aussi froidement et se dire, je prends le risque d'aller saisir l'opportunité, même si elle n'est pas dans ma zone de confort. Et c'est très souvent de là-bas où après une réflexion comme celle-là, où une image sur soi-même, comme celle-là,
que les choses se décantent. Maintenant, quand je parle d'employabilité, je ne fais pas le différent de salariat et l'entrepreneuriat. Parce que pour moi, à la fin de la journée, il est question d'une compétence à offrir. Et je pourrais vous dire aussi que dans les entreprises normales, l'entrepreneur aussi postule. On postule pour répondre à des appels d'offres. Donc, l'entreprise aussi avoir une série. Donc, à la fin de la journée, il est question de qu'est-ce que tu as eu à faire par rapport à l'expertise qu'il a demandé sur l'ensemble des missions proposées dans le cadre du projet pour lequel vous êtes sollicité. Maintenant, l'un des acteurs aura un peu plus de liberté parce que bon, il a son compte. Encore que moi je pense que l'entrepreneuriat est beaucoup plus difficile parce que voilà, il faut être beaucoup plus rigoureux. Quand la fin du mois arrive pour les entrepreneurs, on ne dort pas. Parce qu'il faut payer les salaires, il faut ci, il faut ça. Donc, la tête chauffe. Oh, toi, tu es salarié, tu envies ton argent à la fin du mois, tu es tranquille, tu es payé là. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi j'ai une question, beaucoup on parle de carrière et de planifier sa carrière. Je ne sais pas si on a pris le temps de revenir sur les différentes étapes et comment on s'y prépare. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pour moi, il faut être capable de se connaître, se projeter par rapport à un métier. Il faut être capable de toujours être dans une démarche d'amélioration continue. Parce que oui, il y a des jeunes qui sortent tout le temps, qui sont à jour sur les technologies, donc il faut toujours se remettre en question, il faut toujours être disruptif, toujours désapprendre et réapprendre à apprendre. Que parfois, on avance avec des connaissances qu'on pense qu'elles sont solides et qui sont dépassées par rapport à notre environnement tout le temps aujourd'hui. Donc, par rapport à notre ère aujourd'hui, comment je romps ma relation avec ce que je sais que je sais déjà, pour réadapter là où le métier ou l'industrie, parce que les industries évoluent très vite. Les métiers évoluent très vite, les industries évoluent très vite. Est-ce que je suis adapté à l'évolution de laquelle il y a une partie? C'est une question qu'on doit se poser constamment parce que là on est sur carrière et évolution professionnelle parce que le tout n'est pas de choisir un métier, d'intégrer le marché d'emploi, encore qu'il faut rester employable. C'est dans le rester employable, pour moi, qui est très important. Ça veut dire, quels sont les leviers sur lesquels je peux activer pendant toute partie de ma carrière pour pouvoir augmenter ma valeur sur le marché? Quels sont les leviers sur lesquels je dois pouvoir actionner pour que ma valeur, au fur et à mesure des années, puisse augmenter? Je prends la hauteur, je pèse, et financièrement aussi, parce que mes incidences principales, elle est financière. C'est un peu comme un jeune qui arrive en France pour une poursuite d'études. Celui qui a les bons indicateurs, c'est que quand je sors, je dois avoir un passeport talent. Avoir un passeport talent veut dire que je dois avoir un salaire supérieur à 42 000 euros. Donc, si pendant mes études, je ne développe pas l'écosystème qui me rapproche d'avoir un salaire comme celui-là, j'aurai un salaire, j'aurai un CDI, mais je n'aurai pas un passeport talent parce que je n'ai pas travaillé l'écosystème. Je ne me suis pas rapproché de l'écosystème de l'environnement capable de m'offrir un passeport talent. Et parfois, après, ils sont surpris, j'ai le CDI, il n'y a pas de passeport talent. On pleure parce qu'on ne s'est pas préparé à s'entourer d'un environnement qui peut faire une proposition à la hauteur d'un passeport talent. Et c'est pareil. Comment je fais pour négocier mon salaire? Comment je fais pour venir voir mon boss 2 ans après pour qu'il charge mon salaire, sinon je pars? Donc, et dans je pars parce que pendant que je travaille à Y, alors ça c'est une grosse question, comment pendant que je travaille chez une entreprise concurrente, les autres, je reste informé, je reste au compte des décideurs de d'autres entreprises. Parce que souvent quand on te licencie ou bien quand tu rompes ton contrat, c'est pas là où tu commences à actionner. Comment je garde une relation de confiance, bien que je travaille chez le concurrent, pendant que je suis en activité? C'est une grosse question. Il faut que le jour que tu dis que j'ai démissionné, que le concurrent dise, bon, ok, vraiment, moi, j'attendais seulement que je me dise ça depuis, tu viens commencer chez Boucan. Et comment tu crées cette relation de manière à ce qu'il soit, ça veut dire l'ensemble des décideurs de cette industrie-là, puisse savoir qu'il y a tel dans telle entreprise, c'est une valeur ajoutée repose sur elle. Donc on la veut, mais peut-être parce que pour l'instant, l'entreprise, elle la met tellement bien qu'elle ne va pas partir.
Donc, comment tu fais un jour où tu dis que tu veux partir, tout le monde veut que tu viennes de l'autre côté. Donc, mais c'est une relation de confiance qu'il faut construire, c'est une industrie qu'il faut contrôler. C'est une stratégie qu'il faut mettre en place pour que les différents acteurs clés dans l'écosystème sachent que tu existes et l'information par rapport à ta progression et soient au courant de tes résultats. Très bien, on va passer à la pause inspiration. C'est le moment où du coup nos invités nous racontent une petite anecdote drôle sur leur travail, sur leur parcours. Et vous, quelle était votre pire situation ou expérience la plus drôle? Bon, je pas la plus drôle, c'est une bonne histoire. Hein. Alors, c'est la première fois que je parte au Tchad. Et je partais faire du business, quoi. Je partais faire du business. Et vous savez, au Cameroun, on mange avec des cuillères sur la table. J'arrive chez mon partenaire, je vois une natte par terre, une natte. Okay. Donc, je vois la natte, je vois la porte de poulet, on met le poulet sur la table. Non, on met le poulet par terre, pas par terre, c'était dans une assiette. Et tout le monde vient s'asseoir autour de la natte. Ok, bon. Moi, j'avais mon pantalon très très sur mesure, donc vraiment m'asseoir, il fallait le pantalon, il fallait me voir parler. Pour m'asseoir bien, poser les pieds comme ils posent, voilà, et tout ça. Ah, ce sont l'intégration. Mais la scène la plus difficile, c'est qu'il n'y avait pas de couvert et on mange avec les mains, les doigts. Donc je voyais chacun aller sur le poulet, couper, prendre sa partie, manger, sucer les doigts et manger sur le poulet. Donc j'ai observé la scène pendant 5 minutes. C'est trop dur. Après, je me suis dit vraiment, mon prof de diversité culturelle nous avait dit vraiment, quand tu vas dans un pays, c'est juste ses coutumes, donc c'est toi qui veux t'intégrer. Mais je savais que la discussion allait changer pour avoir mangé au poulet. Honnêtement, j'étais concentré sur mon business, bien manger, mais c'était très difficile. J'ai fait aussi la même chose là. C'était une scène extrêmement difficile. Mais bon, après, voilà, on m'a accepté, on m'a accueilli, c'était une belle expérience. On a fait les affaires qu'on est venu faire. Mais ça m'a laissé vraiment une leçon de, voilà, quand on vient dans un pays, il faut faire les affaires, on n'a pas de process. Mais pour un petit quoi comme ça, parce que tu n'as pas compris le moment dans lequel tu es, toutes les portes peuvent se refermer parce que tu n'es pas intégré culturellement. C'est comme ça. Bon, après, je suis allé manger mon Coca-Cola là. Donc là, on va passer à l'ombre de la réussite. Et plutôt aborder directement la question sur votre page LinkedIn. Moi, je trouve ça hyper impressionnant. Je vous guette toujours de temps en temps à titre personnel. Comment est-ce qu'on construit une telle communauté sur LinkedIn? Comment est-ce que, surtout votre cible, vous avez dit c'est les jeunes, et j'ai pas connaissance que les jeunes du continent sont hyper LinkedIn friendly. Donc, à quel moment est-ce que vous êtes devenu la référence que vous êtes, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes d'études en France, etc. Et surtout, comment on met son réseau au service de son business? D'accord. Alors, moi, LinkedIn, bon, j'y ai cru, hein. Après, c'était un concours de circonstances. Quand j'allais dans les réseaux sociaux, tous les autres étaient déjà 1 million, 2 millions, dans les autres réseaux, j'ai dit, ok, bon. Où est le réseau où personne n'est à 1 million, 2 millions, là, et tout ça, moi, je ne veux pas. Donc, je voulais avoir l'avance là où tout le monde est à 0. C'est ça que j'ai vraiment choisi LinkedIn. Et je suis présent que sur LinkedIn. Pour les autres réseaux, un peu présents, mais je passe du temps sur LinkedIn. Deuxièmement, parce que c'est un réseau où on n'est pas fake. Donc, on est obligé de ne pas être fake. Les autres, voilà, quelqu'un peut mettre son nom, Béa Aïko, ou Sexy Lady, voilà. Mais sur LinkedIn, il faut bien mettre ton vrai nom, il faut obligé, voilà, parce qu'on vient du sérieux, on vient chercher un emploi, donc il faut être sérieux. Et puis bon, moi derrière, j'ai vite compris comment ça fonctionne. J'ai commencé à former sur LinkedIn. Donc j'ai formé beaucoup d'universités sur LinkedIn. J'espère que c'est comme ça que j'ai formé dans beaucoup de pays, ma communauté, que ce soit en France, en Belgique, en Tchad, voilà, en Côte d'Ivoire, Bénin. Je forme dans Togo, je forme dans beaucoup de pays. Et Niger, c'est comme ça que bon, ma communauté a grandi au fur et à mesure. Et puis bon, moi je crois que ça aurait pu se développer davantage. LinkedIn
l'algorithme fonctionne vraiment sur un point. Il faut que l'algorithme puisse comprendre ce que tu fais comme métier. Et souvent, tu as les 3 mots-clés qui résument ton métier et qui sont déclinés en 5 compétences spécifiques. Le problème que j'avais eu, c'est que, comme moi je suis informaticien à la base, quand j'ai connu LinkedIn, c'était mon profil informaticien qui était mis en avant. Et dans ces mots-clés-là, LinkedIn n'avait que des compétences informatiques. Il ne comprenait pas. Donc, je ne me mets pas dans l'algorithme. Comment le gars, s'il me dit qu'il est informaticien, ne pas ses compétences clés, mais le contenu que lui publie RH, ressources humaines, capital humain, c'est ça, recherche d'emploi, action professionnelle. Donc, je ne comprenais pas, ça ne bougeait pas. Donc, un jour, comme ça, en regardant, j'ai repris la procédure de création de compte. Donc, tout est d'abord la peine de créer le compte, comment paramètre son équipe. C'est déjà fini, dommage. La question, c'est juste, c'est quoi les prochaines étapes pour vous? Comment est-ce qu'on fait pour follow, pour être au courant, rester en contact? Et surtout, potentiellement, se faire accompagner par vous. Oh my God, I know. Bon, après, je veux dire, je suis disponible sur LinkedIn. Bon, je prends mon numéro de téléphone, je vous l'avais, je peux communiquer, hein, c'est mon numéro pro, donc il n'y a pas de souci. Dans 237 674 19 14 55. Bon, alors, ils ont partagé entre l'adresse perso et l'adresse pro, mais bon, généralement, l'adresse de l'entreprise, c'est andré.hot@campusmétier avec s@la fin.com. Donc, campus comme le nom fond, métier sans accent avec s à la fin.com. Donc, il y a une demande de prise de rendez-vous. Voilà, on peut bien coacher, c'est pas gratuit, c'est facturé à l'heure. Donc, en fonction de la cible, du besoin, de l'objectif à atteindre, voilà, on essaie d'accompagner le maximum de personnes dans la mesure du possible. Voilà, si pour me contacter, c'est ça. Bon, on continue, moi-même je continue à repenser mon projet professionnel, donc on est toujours vraiment sur une roue d'amélioration continue. Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de belles choses en tout cas. Okay. On se le souhaite. Merci beaucoup, merci pour l'échange, merci pour votre temps et toutes les réponses que vous avez données.